Alors, je vais effectivement vous parler du complotisme comme outil de mobilisation collective. Mon objectif est évidemment de réfléchir avec vous, ensemble, sur des croyances collectives et sur la désinformation qui est en lien avec ces croyances. Alors, ce que je voudrais noter tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, surtout dans une époque aujourd'hui où il y a un relativisme parfois un petit peu trop important à mon goût. Donc, je voulais dire pour commencer que ces croyances collectives, ces éléments liés à la désinformation ne sont pas que des éléments dans la tête d'individus particuliers. Ce sont des croyances qui ont des conséquences importantes. On l'a évidemment vu avec la pandémie, donc des conséquences en termes de santé publique, des conséquences en termes portant sur l'environnement ou des conséquences politiques. J'insiste vraiment sur ce point pour commencer. Je vous ai mis ici une citation du directeur de l'OMS qui expliquait il y a quelques années maintenant, c'était en septembre 2019, que les rumeurs et les autres fake news liées au vaccin constituaient un danger encore plus grand que les maladies elles-mêmes. Et je voudrais vraiment qu'on ait à l'esprit cet élément pour commencer, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une ère où parfois les croyances, la désinformation, les fake news et autres infox peuvent avoir des impacts plus grands que les crises ou les maladies ou les événements internationaux auxquels nous sommes confrontés. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec l'objet de ma conférence. Alors, pour commencer cette conférence, je voudrais évoquer les éléments que je ne vais pas traiter. Voilà, c'est un peu particulier, mais je voudrais commencer par une petite clarification conceptuelle avec vous, si vous le voulez bien. Tout d'abord, je ne vais pas parler de complot. Je ne vais pas parler de complot, tout simplement parce que Martin l'a expliqué tout à l'heure, je suis psychosociologue, psychologue social, psychosociologue, et je ne m'intéresse pas à la réalité ou non du complot. Des complots, il en a toujours existé, il en existe encore aujourd'hui. Je pense, sans trop m'avancer, pouvoir dire qu'il en existera encore demain. Mais mon travail de chercheur en psychologie sociale n'est pas de définir si nous avons affaire à un vrai ou à un faux complot. Mon travail est de comprendre, d'analyser les mécanismes d'adhésion à des croyances liées à l'existence d'un complot. Alors évidemment, souvent, ce qu'on peut me rétorquer, c'est qu'il faut bien savoir si le complot est réel ou non. Eh bien non. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont vraiment ces mécanismes d'adhésion à ces explications traitant du complot. Donc, je ne vais pas vous parler de complot. Je vous en ai cité ici quelques-uns anciens, du complot portant sur l'assassinat d'Adolf Hitler, le complot du 20 juillet 1944, en passant par le Watergate, etc. Donc, écartons tout de suite cet élément. Je ne vais pas non plus vous parler de théorie du complot. Alors si, évidemment, rassurez-vous, mais de manière un petit peu indirecte. Une théorie du complot, c'est quoi, pour aller vite? C'est un récit explicatif. C'est une théorisation naïve du monde liée à un événement particulier, considérant que cet événement est produit par un petit groupe qui agit dans l'ombre. La théorie du complot, il faut vraiment la considérer comme une histoire, comme un récit explicatif qui va se créer pour expliquer un événement particulier. Et là, nous avons affaire à ce que Moscovici ou Houston appellent de l'épistémologie populaire, c'est-à-dire des raisonnements plus ou moins fallacieux, basés sur des représentations sociales, des constructions du monde liées à l'événement particulier. Alors, une partie de mes travaux porte effectivement sur l'élaboration des théories complotistes. Comment une théorie émerge, comment une théorie se transforme, comment une théorie est reprise. Mais ce n'est pas de cette partie de mes travaux dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce qui va m'intéresser, là, ce midi, c'est, pour être plus précis, le complotisme. Alors, vous pouvez considérer que je joue sur le mot, et en réalité, il y a une distinction que je voudrais faire qui me semble extrêmement importante. Le complotisme, nous l'avons défini donc avec Sébastien Dieguez, co-auteur de cet ouvrage donc, qui s'appelle « Le complotisme, cognition, culture et société ». C'est le sous-titre. Nous l'avons défini de la manière suivante. Le complotisme, c'est une disposition cognitive, affective, sociale et idéologique. Qui, alors je passe la suite, mais qui porte à expliquer le monde en termes d'entités secrètes, maléfiques, etc., liées donc à l'existence d'un complot.
En quoi cette définition du complotisme est importante? Eh bien, c'est que ça ne la réduit pas à l'élaboration d'une théorie du complot particulière, mais ça la conçoit bien comme une manière de voir le monde, je vais le dire comme ça, comme une espèce de grille de lecture de la réalité avec différentes composantes. Et ce que je voudrais essayer de vous expliquer là maintenant, c'est l'importance de ces composantes et pourquoi on arrive à une forme de mobilisation politique liée à ce complotisme. Donc le complotisme, retenez ça pour l'instant, disposition à la fois cognitive, je suis psychologue social, je suis psychosociologue, donc je vais y revenir dans un instant, mais également affective, sociale et idéologique. Alors, de qui parle-t-on? De qui parle-t-on? Là, j'ai évoqué de quoi nous allions parler, maintenant de qui parle-t-on? Qui sont ces individus complotistes? Premier élément important, c'est que le complotisme doit être considéré comme un continuum. Autrement dit, il n'y a pas d'un côté les non-complotistes, autrement dit nous, et de l'autre côté, là-bas, les complotistes. Le complotisme est véritablement un continuum qui va de la personne la moins complotiste à la personne la plus complotiste, mais avec tous les degrés possibles de complotisme. Je pense qu'un grand nombre de personnes dans la salle connaissent les différentes échelles de mesure du complotisme que nous utilisons beaucoup, en particulier en psychologie. Je suis certain que si je vous faisais passer là tout de suite maintenant une échelle de complotisme, quelle qu'elle soit, je suis certain que dans cette salle, j'aurais des réponses plus ou moins diverses, mais en tout cas que sur certains items en particulier, il se pourrait que j'ai même un degré d'adhésion assez élevé. Est-ce que ça fait de vous toutes et de vous tous des complotistes? C'est évidemment beaucoup plus compliqué que cela. En tout cas, dès 1987, donc c'est quand même assez ancien, Serge Moscovici parlait de mentalité de la conspiration, avec cette idée que cette mentalité, cette manière de voir était forgée, formée par une série de représentations sociales du monde, par une série d'idéologies. Donc vous voyez que malgré le boom récent des travaux liés au complotisme, des chercheurs s'y étaient intéressés déjà il y a longtemps et parfois avaient dit des choses qui depuis n'ont pas vraiment été remises en cause. Plus récemment, il y a une dizaine d'années, Swamy et ses collaborateurs parlaient, eux, d'idéation conspirationniste. On est un peu dans le même ordre d'idées. Donc on est dans une mentalité qu'il convient de comprendre pourquoi certains d'entre nous sont plus ou moins complotistes. Donc de qui parle-t-on toujours ? Je suis psychologue à la base, et évidemment, mon prisme d'entrée, c'est l'individu. Et plus précisément, c'est le cerveau de l'individu. Alors, qui dit individu, qui dit cerveau de l'individu, immédiatement, amène l'idée de traitement de l'information. À tout seigneur, tout honneur, je ne pouvais pas ne pas évoquer dans cette conférence Daniel Kahneman et ses travaux, maintenant anciens, un petit peu évolués depuis, du système de pensée. Vous savez, pour la plupart d'entre vous, je le rappelle très rapidement, son idée étant qu'il y aurait deux systèmes de pensée, ce qu'il appelle, de manière assez peu originale, le système 1 et le système 2, qui permettrait à chacun d'entre nous de traiter l'information de l'environnement, soit de manière automatique, rapide, c'est le système 1, c'est ce qu'il appelle la pensée intuitive, soit au contraire de manière réfléchie, de manière délibérée, qui conduit à moins d'erreurs, c'est ce qu'il appelle le système 2, la pensée analytique. Évidemment, dans la vie de tous les jours, nous utilisons plutôt le système 1 pour s'économiser cognitivement, pour aller plus vite. Donc nous nous appuyons sur des stéréotypes, nous appuyons sur des fausses informations, nous appuyons sur des préjugés, sur un certain nombre d'approximations qui nous permettent la plupart du temps de pouvoir nous comporter dans la vie quotidienne. Mais ce système de pensée a comme défaut d'être imparfait, a comme défaut de s'appuyer la plupart du temps sur des réactions approximatives, voire erronées. Alors, on peut passer, mais c'est volontaire, au système 2, qui est une pensée analytique beaucoup plus profonde. C'est pour ça qu'il existe un grand nombre de travaux, en particulier de la part de psychologues, qui traitent le complotisme sous l'angle quasi exclusif des biais cognitifs. À l'expression à la mode, les biais cognitifs, expression que l'on retrouve chez les journalistes, chez les politiques, chez un certain nombre de scientifiques, comme une espèce d'alpha et d'oméga
d'explication du complotisme. Messieurs, mesdames, il y aurait des complotistes parce qu'ils seraient pris dans des biais cognitifs, ils traiteraient mal l'information. Alors attention, je ne le nie pas, je suis encore une fois psychologue, je ne nie pas leur importance, mais ça donne une image un peu particulière quand même du complotiste. Parce que si vous vous intéressez un peu à tous ces travaux, vous aurez constaté qu'on a l'image d'un individu passif, d'un individu qui, en gros, n'est pas capable de raisonner correctement et se laisse avoir par son cerveau. Vous avez certainement déjà vu, en particulier dans la presse, un certain nombre de ces biais cognitifs être cités. Parmi le plus célèbre, il y a le fameux biais de confirmation d'hypothèses, l'idée selon laquelle nous allons toujours chercher à confirmer nos hypothèses plutôt qu'à les contredire. Donc nous nous enfermons dans ces fameuses bulles de filtre, dans ces chambres d'écho, nous nous enfermons en ayant le même discours constamment et en réaffirmant nos propres croyances. Mais on pourrait citer plein d'autres types de biais cognitifs. Le gros inconvénient de ces études, et il en existe beaucoup, et pardonnez-moi, j'ai moi-même publié quelques travaux prenant les biais cognitifs comme outil d'analyse. Le gros problème, c'est l'image que l'on donne, c'est l'image que l'on donne de l'individu. Pourquoi ? Parce que, selon cette approche, finalement, nous aurions affaire à un individu irrationnel qui subirait les biais cognitifs. Vous voyez, un individu tout seul, perdu derrière son ordinateur, qui, après avoir vu une vidéo YouTube, la traite de manière erronée et devient complotiste. Cela interroge quand même. Cela interroge d'une part parce que les biais cognitifs ne sont pas l'œuvre propre des complotistes. Encore une fois, dans cette salle, et ce n'est faire offense à personne, nous subissons toutes et tous ces mêmes biais cognitifs. Est-ce à dire que nous sommes toutes et tous complotistes ? Non, évidemment. Donc il y a bien un niveau d'explication ici qui est manquant. Parce que si les complotistes sont pris dans des biais cognitifs, vous et moi le sommes aussi. Et pourtant, vous et moi, je m'avance peut-être sur le vous, mais en tout cas, je ne suis pas complotiste. Alors il convient d'essayer de s'interroger sur ce rôle du cerveau, sur ce rôle des biais cognitifs dans le complotisme. D'autant plus que si on lit la presse, si on ouvre les journaux, vous aurez constaté depuis maintenant plusieurs années que nous avons l'impression d'avoir affaire à une déferlante du complotisme. Regardez, je vous ai pris ici quelques-unes de journaux, excusez-moi, c'est très franco-français. J'ai essayé de chercher hier des unes de journaux locaux, mais nous avons très facilement, en tout cas en France et ici c'est à peu près la même chose, on ne peut pas passer une journée, une semaine sans qu'un média, la radio, la télévision, un journal, un quotidien, un magazine ne traite de la question du complotisme. Ça amènerait à penser que le complotisme est partout, tout le temps, que nous sommes toutes et tous complotisme. Alors, selon ces journaux, parfois on nous explique qu'il y a différents types de complotisme. D'ailleurs, vous aurez tout à l'heure, juste après moi, à l'ouverture du symposium, du panel suivant, Frédéric Boilly, qui justement va revenir sur cette question du lien entre l'idéologie politique et le complotisme, avec des collègues. Martin l'a évoqué tout à l'heure, avec des collègues, on a fait une étude dans 26 pays. Alors pas uniquement européens, dans 26 pays dans le monde, et on a montré cette fameuse courbe là ici. Qui illustre le fait que le complotisme est beaucoup plus présent aux extrêmes du spectre politique, extrême droite et extrême gauche, avec une légère surreprésentation sur l'extrême droite. Il n'empêche que, pour dire simplement, c'est lorsqu'on est aux extrêmes de l'échiquier politique qu'on recourt plus facilement à une rhétorique complotiste, qu'on adhère plus facilement à des thèses complotistes. Ça peut s'expliquer par différentes raisons. On peut supposer notamment que le fait de ne pas accéder à des postes de gouvernement, par exemple, entraîne une nécessité d'expliquer cette absence de résultats électoraux et donc de tomber dans une forme de complotisme. Il peut y avoir plein d'autres hypothèses et je pense que nous y reviendrons tout à l'heure. Ce n'est pas mon propos ici de développer ce point. Mais d'avoir à l'esprit en tout cas que ce complotisme se retrouve à différents endroits et visiblement ce n'est pas qu'une question de biais cognitifs. Parce que je vous assure que
au milieu du spectre politique, chez les centristes, il y a aussi des biais cognitifs. Alors, comment essayer d'expliquer ce complotisme? Avec des collègues, Martin l'a évoqué tout à l'heure, je travaille, j'aime beaucoup les collaborations, je trouve que c'est très fructueux de pouvoir échanger, de pouvoir confronter nos idées, donc je travaille avec beaucoup de collègues dans différents pays, et notamment avec une petite équipe de collègues suisses, c'est l'équipe des conspirateurs, c'est nous, vous avez ici une copie d'écran d'une de nos réunions de travail. Oui, c'est parfois un peu joyeux quand même les réunions de travail, hein, ce n'est pas parce que nous sommes sérieux que nous ne devons pas rire. Donc là, une réunion de travail à distance via une plateforme de visioconférence. Donc avec Sébastien Dieguez, Sébastien ici, avec qui donc nous avons coécrit cet ouvrage, mais aussi Adrian Bongarter de l'université de Neuchâtel et puis Pascal Wagner-Egger de l'université de Fribourg. Nous avons essayé de réfléchir un peu à une explication possible de cette forme de complotisme. Et pour ce faire, nous avons fait une proposition que je voudrais vous présenter là aujourd'hui, pour aussi permettre d'échanger avec vous et de lancer d'une certaine manière le débat et la discussion de ces 2 jours de colloque. Donc notre point de départ, alors vous le retrouverez, hein, je vais donner quelques éléments que vous retrouverez facilement dans l'article qui est paru là il y a quelques semaines. Et puis je vais essayer de donner d'autres illustrations que cet article. Donc notre point de départ, c'est la radicalisation des croyances. Parce que finalement, dans la radicalisation, il existe beaucoup de modèles dits psychosociologiques de la radicalisation. Je ne vais pas vous faire l'offense de faire un cours magistral sur ces différents modèles. J'ai pu citer ici Randy Borum ou Fatali Moghadam avec leurs idées de chemin de la radicalisation, d'escalier du terrorisme. Ces premiers modèles, un peu anciens maintenant, il est vrai, mais ces premiers modèles d'explication de la radicalisation avaient pour principal intérêt de souligner l'aspect processuel de la radicalisation. On ne tombe pas dans la radicalisation du jour au lendemain, et ce n'est pas un phénomène en tout ou en rien. Il n'y a pas d'un côté les radicalisés, de l'autre les non radicalisés. Eh bien, il en est un petit peu du même ordre pour le complotisme, et c'est notre point de départ. C'est de se dire que finalement, le complotisme qui nous intéresse est une forme de radicalisation de la pensée, une forme de radicalisation de croyance. Alors, pour ce faire, notre point de départ, c'est un article un petit peu ancien de Franks et de ses collaborateurs qui ont fait des interviews, des entretiens auprès de différents individus complotistes. Alors, c'est extrêmement important de faire ces interviews, de faire ces entretiens, parce qu'on permet d'accéder à du contenu complotiste, on permet d'accéder à des justifications aussi de la part d'individus d'adhésion à ces thèses-là. Ça n'empêche pas ensuite, ultérieurement, d'autres méthodologies, plus quantitatives, plus expérimentales aussi. Je suis en psychologie sociale expérimentale, mais ça permet en tout cas d'avoir du contenu extrêmement riche. Et dans cet article, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller le consulter. Franks et ses collaborateurs parlent du parcours spirituel. Mettez des guillemets parce qu'il n'est pas question ici de religion au sens strict du terme, mais vraiment de parcours spirituel du complotiste, en présentant différentes figures types de complotistes. Vous voyez un petit peu des figures types de l'individu qui se pose simplement des questions. Le simple doute. Quand même, c'est bizarre, je m'interroge. Jusqu'à l'individu le plus extrême. Le complotiste pur et dur, celui qui va faire une forme de militantisme, de prosélytisme. Franks et ses collaborateurs parlent de l'extrémisme sectaire. La métaphore avec l'emprise sectaire n'est pas due au hasard, bien entendu. Donc, notre point de départ, c'est ce travail de Franks et de ses collaborateurs. Et en s'apercevant que finalement, ce fameux complotisme qu'on évoquait, le continuum de Moscovici, la mentalité conspirationniste, semble se produire par étapes, par escalier, par chemin, pour reprendre la métaphore des modèles psychosociologiques de la radicalisation. Alors, de manière, permettez-moi de le dire, mais de manière peu originale, nous avons proposé une comparaison avec le complotisme. Là où l'originalité arrive, vous allez voir, c'est dans l'explication plus précise. Avec cette idée que, finalement, le complotisme pourrait être vu comme un processus longitudinal de radicalisation de croyances.
allant d'une première étape, je vais dans un instant définir chacune de ces étapes, allant d'une première étape où on assiste à un désengagement progressif des groupes sociaux habituels, désengagement du cadre familial, désengagement du cadre amical, désengagement de la famille, désengagement d'un parti éventuellement politique, désengagement d'un groupe communautaire, pour ensuite arriver à un engagement dans une communauté de personnes qui partagent nos mêmes idées. Je vous rappelle que nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres sociaux par essence, c'est-à-dire que nous avons besoin d'affiliation. Nous avons besoin de nous retrouver avec d'autres. Nous avons besoin de nous retrouver sur des idées communes. Donc si nous nous désengageons d'un groupe, ça ne peut être que pour aller vers un autre groupe. Et puis une fois qu'on a intégré cette nouvelle communauté, et j'ai vu le programme de ces 2 jours, on va avoir des présentations de travaux de ces communautés, on va voir concrètement cet élément-ci, là, cet engagement dans des communautés particulières. Une fois qu'on en arrive à cette étape, eh bien, il y a l'étape ultime, en quelque sorte, qui est l'étape de l'action collective coordonnée. Celle où on passe d'une simple croyance dans notre tête à des actions sur le terrain, où on va descendre dans la rue pour manifester contre le port du masque, contre le vaccin, contre tel élément, contre telle personne, où on va, souvenez-vous, il y a maintenant déjà plusieurs mois, mais cet individu qui avait débarqué avec une arme à la main dans cette pizzeria. Vous vous souvenez, l'affaire du Pizzagate, cette idée qui avait été lancée à l'époque de l'opposition entre Donald Trump et Hillary Clinton, en supposant que dans cette petite pizzeria, il y aurait un vaste réseau pédosataniste dans la cave, dont l'origine serait dans la cave. Enfin, oui, en dessous. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fait divers, mais un individu s'est présenté arme au poing, nous sommes aux États-Unis, un individu s'est présenté arme au poing en réclamant de voir la cave. Mais il n'y avait pas de cave. Quand bien même il y aurait une cave, vous doutez bien qu'il n'y avait strictement rien. Heureusement, ça n'a pas dégénéré, il a été très rapidement arrêté, mais imaginez ce qu'il aurait pu faire. Il aurait pu tirer, et on a eu d'autres exemples, l'assaut du Capitole notamment, alors qui n'est pas que l'œuvre de complotistes, mais qui s'inscrit dans un mouvement politique beaucoup plus vaste. Je laisse les spécialistes de cette question en parler bien mieux que moi. Donc vous voyez que, un peu comme une forme de radicalisation classique de croyance, le complotisme peut amener lui aussi à cette escalade. Alors, essayons de passer en revue, si vous le voulez, ces différents éléments. La première étape consiste, je le disais, à un désengagement progressif de ses propres communautés d'appartenance, de sa famille, et vous connaissez peut-être des exemples de personnes qui ont coupé les liens, qui ont rompu les liens avec leur famille à cause de formes de complotisme. Donc un désengagement progressif de ces cercles amicaux, de ces cercles familiaux, de ces cercles professionnels au profit d'un autre. Dans le cadre de ce désengagement, il y a quoi à la base ? Eh bien, il y a les fameux travaux que j'évoquais tout à l'heure sur les biais cognitifs. C'est à cette étape-là, et uniquement à cette étape-là, que nous allons retrouver l'importance des biais cognitifs. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est à ce moment-là que, pour certains individus, il y a une interprétation erronée, fallacieuse des faits. C'est à cet endroit-là que les biais de confirmation d'hypothèses, de corrélation illusoire, par exemple, nous amènent à nous interroger, à nous poser des questions, mais de manière totalement erronée. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on critique ou qu'on se pose une question qu'on le fait correctement. Si la base de notre critique, c'est de considérer qu'en face, de fait, on nous ment, c'est une mauvaise critique. Parce qu'on doit considérer soit qu'on nous ment, soit qu'on nous dit la vérité. C'est 2 hypothèses. Si on considère forcément qu'on nous ment, eh bien, on va avoir tendance à chercher des preuves de ce mensonge. Et de fait, eh bien, on va éventuellement inventer ces preuves ou en tout cas détourner la réalité des faits. C'est dans cette première étape que, éventuellement, des traits de personnalité peuvent faciliter également ce désengagement. Je ne vous ai pas évoqué tout à l'heure tous les travaux qui portent sur le lien entre des traits de personnalité et le complotisme. Faites une petite recherche dans Google Scholar si ça vous amuse. Vous verrez qu'il y a des centaines, si ce n'est des milliers d'études qui essayent de faire des liens
entre facteurs de personnalité et complotisme. Bon, et quelques méta-analyses qui existent montrent que tout au mieux, on accède à 10% de la variance, 10-15% de la variance. Autrement dit, ça n'explique strictement rien. Parce que ces 10 ou 15% de la variance, c'est quand on arrive à additionner plusieurs facteurs de personnalité. Mais ces facteurs de personnalité, il ne faut pas non plus trop rapidement les exclure. La plupart des études, d'ailleurs, que j'évoque ici, sont des études corrélationnelles. Autrement dit, on fait un lien, une corrélation entre un facteur de personnalité donné et un degré d'adhésion au complotisme. Mais je vous rappelle que la corrélation n'est pas causalité. Que parce qu'on s'ennuie facilement, c'est un trait de personnalité, on n'est plus complotiste. Oui, mais l'inverse est vrai aussi. Quand on est très complotiste, on s'ennuie très facilement. Et vous voyez qu'il n'y a pas de lien de causalité, il n'y a pas de conséquence. Et donc, finalement, c'est une corrélation extrêmement ténue. Il n'empêche que c'est un petit élément, un petit facteur qui permettrait d'expliquer pourquoi certains peuvent tomber plus facilement dans ces biais de raisonnement, pourquoi certains ou certaines peuvent être plus facilement séduits par des versions alternatives, par des interrogations. Il peut y avoir également ici un engagement politique qui peut s'appuyer. Mais globalement, l'idée première, ce sont que nos biais cognitifs, notre cerveau, va nous permettre d'interpréter le monde de façon erronée. J'ai rajouté une petite flèche ici. Pourquoi ? Parce qu'à cette étape-là, eh bien, tout le monde ne continue pas l'escalade d'engagement. Tout le monde ne devient pas complotiste, évidemment. Vous pouvez très bien laisser votre cerveau jouer contre vous sur l'interprétation d'un événement et puis, système 2, repasser dans une pensée plus réflexive et vous dire non, en fait, c'est idiot ce que j'ai pensé. Ou croiser les sources, ou changer de chaîne de télévision, ou changer de journal, ou de radio. Et vous apercevoir que non, finalement, je me suis trompé. Donc, tout le monde, évidemment, ne va pas s'engager dans cette voie du complotisme. Mais la première étape, c'est une étape essentiellement cognitive. C'est une étape qui se passe dans le cerveau. Vous avez eu il y a quelques années le privilège d'entendre Gérald Bronner, notamment sur ces questions-là, qui évoque dans plusieurs de ses livres l'intérêt et la question de l'étude des biais cognitifs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le mettre complètement de côté. Encore une fois, pour un psychologue social expérimentaliste, ce serait un peu étrange, mais simplement le replacer à son niveau. Les biais cognitifs ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'explication du phénomène complotiste. C'est, pour nous, avec mes collègues, une première étape. Alors, je vous ai mis ici, vous avez un codex des biais cognitifs. Alors, vous ne pouvez pas les lire, mais rassurez-vous, moi non plus. Vous avez tout, pas tous, mais quasiment tous les biais cognitifs qui existent. Et je vous assure qu'il y en a une liste extrêmement longue. Deuxième étape. Une fois qu'on se pose des questions, une fois qu'on s'interroge sur la réalité d'un événement, sur les raisons de cet événement, sur la cause de cet événement, et une fois que cette interrogation, elle est prise dans un raisonnement fallacieux, vous savez que bon nombre d'algorithmes sur les réseaux socio-numériques, sur les médias sociaux, sont eux-mêmes pris dans ces biais en quelque sorte. YouTube, pour ne pas le nommer, dans sa liste de suggestions, mais d'autres plateformes fonctionnent de la même manière, sa liste de suggestions n'est qu'une illustration du biais de confirmation d'hypothèse. Pourquoi ? Parce que cette plateforme considère que si vous avez regardé une vidéo, par exemple, sur le fait que l'homme n'aurait pas marché sur la Lune, eh bien, on va vous proposer d'autres vidéos allant dans le même sens. Donc, vous allez être enfermé, en quelque sorte, par ce qu'on appelle un effet tunnel, dans une seule manière de voir. Et à force d'être pris dans ce tunnel-là, vous arrivez à notre deuxième étape. Dans ce processus de radicalisation des croyances, c'est la recherche d'informations. Vous êtes aperçu que vous n'avez pas toutes les réponses, que l'événement vous paraît étrange, que c'est quand même très bizarre que ça se produise de cette manière-là. Donc vous allez chercher de l'information. Évidemment, vous n'allez pas chercher cette information sur les sites officiels, ni sur les médias officiels, ou ce que vous considérez être comme un média officiel. Vous allez aller sur les réseaux sociaux numériques, sur les blogs, sur les sites dits alternatifs de réinformation,
Mettez des guillemets à tout ce que je viens de dire, enfin à chacun des mots que je viens d'évoquer. Et donc ces sites alternatifs vont confirmer vos hypothèses, puisqu'après tout, c'est ce que vous cherchiez. Comprendre, je ne sais pas, cet événement si inattendu. Mettons le décès... Non, je ne vais pas parler de celui-ci, j'ai senti que tous les médias en parlaient depuis quelques jours, et puis il n'était peut-être pas si inattendu que cela, mais un événement extraordinaire qui se passe, d'accord ? Vous allez aller chercher les causes de celui-ci. Et évidemment, vous allez rapidement trouver des individus qui théorisent, qui élaborent des théories du complot, qui vous donnent des clés d'explication, des clés de compréhension du phénomène. Vous savez que si vous vous interrogez d'un point de vue scientifique, la plupart du temps, la science pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. C'est très insatisfaisant. Alors que les théories du complot, la plupart du temps, amènent des réponses toutes faites. Parfois à des questions qu'on ne se posait pas, soit dit en passant. Donc, dans ces sites alternatifs, j'en ai mis ici une petite photo qui vous parlera, j'en suis certain. Nous allons également découvrir quoi ? Nous allons découvrir d'autres théories auxquelles nous n'aurions pas eu accès ou auxquelles nous n'aurions pas été directement confrontés. Et c'est là où toutes ces théories particulières vont commencer à s'agréger, vont commencer à donner un filtre de lecture de la réalité. J'ai par exemple à l'esprit cette femme en France, il y a quelques mois maintenant, une petite fille, elle s'appelait Mila, enfin elle s'appelle toujours Mila, a été enlevée. On a suspecté très rapidement sa mère et on s'est aperçu qu'en fait c'était un réseau des amis de sa mère, notamment avec quelqu'un qui venait de Suisse, enfin qui était parti. Je vais pas faire de la publicité pour lui parce que peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder le parcours de cette mère de famille. Cette mère de famille qui d'abord a été investie dans le mouvement des Gilets jaunes en France, un mouvement, pour aller vite, populaire, populiste, de contestation d'un certain nombre de mesures gouvernementales. Et pris dans ce mouvement, elle a commencé à côtoyer des individus qui l'ont aiguillée sur des sites de réinformation. Et de fil en aiguille, elle est tombée sur toutes les théories pédosatanistes. Et là, pour cette mère de famille seule avec sa fille, elle a commencé à avoir peur pour sa fille. Et bref, il devait y avoir un jugement et elle a eu peur de perdre sa fille et elle a cru que c'est ce réseau pédosataniste qui allait mettre la main sur sa fille. Et ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à l'enlèvement de cette petite fille. Cette femme n'aurait jamais été confrontée directement à ces théories-là si elle n'avait pas fait ce cheminement. Et vous voyez, on ne tombe pas encore une fois du jour au lendemain dans ce type de théorie. Ce type de théorie qui paraît si particulière, si extraordinaire. On a ici, encore une fois, une comparaison parfaite avec le phénomène d'emprise sectaire. Personne ne tombe dans une secte, alors, sauf dans les reportages télévisés éventuellement, mais sinon, on ne devient pas adepte d'une secte du jour au lendemain. C'est beaucoup plus pernicieux, c'est beaucoup plus graduel, c'est beaucoup plus processuel. Eh bien, ici, on a affaire à la même chose. Dans cette phase de réinformation, entre guillemets, on a un désengagement qui va être accentué par les émotions générées et les conflits provoqués par ces idées nouvelles et souvent scandaleuses. Ça devient un engagement personnel. C'est horrible, mais vous rendez compte ? Si je vous parle d'un réseau de pédophilie, ça ne peut pas laisser personne dans cette salle indifférent. Personne ne peut se dire, oui, bon, ça va, un réseau de pédophiles, si on commence à rentrer... Mais non, mais c'est impossible. Vous devez vous énerver. Je ne sens pas très énervé, d'ailleurs. Non, et voilà, et ça vous fait rire. Et bien, vous voyez, ça, c'est inadmissible. Et vous voyez comment, en fait, juste à partir d'un élément, d'une croyance, on va se mettre à s'énerver. Parce que je vous vois rire en parlant d'un réseau pédophile. C'était inadmissible, Martin. C'est cette escalade-là. Ouais, ne recoupez pas dans la vidéo que ce passage. Merci. C'est cette escalade-là qui montre la polarisation. Il y a beaucoup de travaux qui traitent de cette question de la polarisation cognitive sur ces sujets-là. Vous voyez qu'on ne peut pas rester indifférent. On est obligé de se positionner. Et si vous ne vous positionnez pas, c'est que vous êtes de leur côté. J'ai bien vu, quand j'ai parlé de réseaux pédosatanistes. J'ai bien vu les 2-3 dans la salle qui ont regardé leurs pieds, qui n'ont rien dit. Eh bien, si vous ne vous mobilisez pas avec moi, c'est que vous être contre moi. Phénomène de psychologie sociale classique.
endogroupe, exogroupe. Alors justement, ce stade-là, ce stade 2, cette deuxième étape, dans cette deuxième étape, on quitte une communauté pour rejoindre une autre communauté. Le besoin de partager ses nouvelles idées avec ses semblables, avec sa famille, c'est d'abord vers sa famille vers qui on va se tourner. Vous avez peut-être dans votre entourage, un oncle, une tante, une sœur, un frère qui vous a évoqué des idées complotistes. Alors d'abord, c'est un peu amusant, oui, c'est ça, bien sûr, c'est drôle. Et puis, il ou elle revient à la charge, une deuxième fois, puis une troisième fois. Et là, ça commence à devenir compliqué parce que si vous lui renvoyez que c'est n'importe quoi, la discussion va devenir de plus en plus véhémente. Comment ça, tu ne veux pas te mobiliser, mais tu es contre moi? On a ici le besoin de recevoir des récompenses sociales de son environnement. Or, sa famille, son réseau amical, son premier réseau ne va pas les donner. Donc, il va y avoir nécessité de s'extraire de cette communauté, de ce réseau, pour en trouver une autre. Ce qui va pousser à l'engagement dans une communauté conspiratrice, complotiste. C'est là où on va avoir une forme de basculement, où on va trouver des gens qui sont à notre écoute. Ah, toi tu penses comme moi, t'es comme moi. Ouais, on se connaît, le petit signe, etc. On a une même manière de penser, on a une même manière de voir. Nous ne sommes pas des moutons, nous sommes éveillés, j'en parlerai dans un instant. C'est à ce stade, c'est le stade 2 là, qui est l'illustration parfaite de toute une série de processus psychosociaux tout à fait classiques. Le besoin d'affiliation, la nécessité de rejoindre un endogroupe et de s'opposer à l'exogroupe. Eux, nous. Si vous n'êtes pas avec nous, avec moi, vous êtes donc contre moi, vous êtes avec eux. Lecture binaire du monde, lecture simpliste du monde. Reconnaissance des leaders, reconnaissance des gourous, ceux qui sont capables de nous éveiller, de nous éclairer. Alors parfois, certains représentants du système. Pendant la pandémie, nous avons eu en France, nous l'avons encore un petit peu, mais un grand, avec des guillemets, professeur de médecine du sud de la France, qui, parce qu'il avait fait partie du système, en dénonçant le système, devient une figure de proue, devient quelqu'un à qui on peut se raccrocher, parce que lui, il sait de quoi il parle. Conformisme classique, pour beaucoup d'exemples dont on va parler pendant ces 2 jours, il y a un élément qui m'a toujours fasciné, c'est de voir comment, pour beaucoup de complotistes, il y a un discours anticonformiste. Je ne suis pas un mouton, moi, je ne pense pas comme tout le monde. Ok, mais vous avez vu tous ces travaux où, quand vous interrogez des complotistes, ils ne pensent pas comme tout le monde, mais ils pensent tous comme d'autres complotistes. Donc il y a quand même une forme de conformisme du complotisme. C'est un anticonformisme conformiste. C'est quand même assez particulier, me semble-t-il, mais c'est une fonction classique de psychologie sociale, de fonctionnement des groupes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des êtres sociaux par essence. C'est ça qui fait notre capacité d'agir, de communiquer, d'échanger avec d'autres et de nous regrouper. Petite parenthèse, je ne sais pas si tout le monde connaît cette étude, alors très ancienne, qui a déjà 10 ans, mais qui permet peut-être d'expliquer un petit peu ce qui peut paraître à la base surprenant. Cette étude, on la doit à des collègues britanniques, Wood, Douglas et Sutton, en 2012, donc vous voyez, il y a une dizaine d'années maintenant. Ils ont interrogé, alors c'est l'étude numéro 2 dans leur papier, bon, peu importe pour les détails, ils ont interrogé des Britanniques sur le décès de Ben Laden. D'accord ? Et ils leur ont proposé 4 possibilités. 1, la version officielle. Ben Laden a été tué pendant l'assaut de l'armée américaine. Ensuite, ils leur ont proposé 2 explications alternatives, mais opposées. 1, Ben Laden était déjà mort. Attendez, pardon, je ne suis pas dans l'ordre, non, peu importe. 1, Ben Laden est toujours en vie. En fait, il n'a pas été tué, ça a été un montage, une mise en scène, comme les Américains savent si bien faire au passage. On laisse traîner, vous voyez, la petite réflexion comme ça. On en reparlera tout à l'heure. Et puis une deuxième explication alternative opposée. En réalité, Ben Laden était déjà mort bien avant, et en réalité, c'était une mise en scène. Et puis une quatrième explication. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a un grand nombre de participants
qui rejettent l'explication officielle, alors ça n'est pas surprenant, d'accord, une forme de complotisme classique, mais ces mêmes participants qui rejettent la version officielle sont tout aussi d'accord avec le fait que Ben Laden soit toujours en vie, qu'il soit déjà mort. Et là, a priori, c'est quand même surprenant. C'est-à-dire que les mêmes individus, je ne vous parle pas d'individus différents, les mêmes individus sont d'accord avec le fait qu'il est déjà mort, et quand on leur pose une deuxième question, ils sont d'accord avec le fait qu'il est toujours en vie. Alors, à ma connaissance, à part un certain chat, un monsieur Schrödinger, ça n'est pas possible. On est soit mort, soit en vie. Mais comment ça s'explique? Ça s'explique justement par un petit élément supplémentaire. Pardon, regardez ici, c'est le deuxième graphique. En réalité, ces complotistes-là, ces individus, ne sont pas persuadés que Ben Laden est toujours en vie, ou ne sont pas persuadés qu'il est déjà mort, mais ils sont persuadés qu'on leur ment. Ils sont persuadés que la version officielle est fausse. Et donc, à ce moment-là, les alternatives, elles peuvent être plausibles, elles peuvent être vraies, tout autant l'une que l'autre. C'est-à-dire que cette étude, alors je pense qu'elle mériterait d'être reprise aujourd'hui, parce que 2012, c'est déjà il y a très très longtemps sur la thématique du complotisme, mais elle montrait un élément intéressant, c'est que le complotiste n'est pas irrationnel, il ne pense pas à la fois tout et son contraire, il pense simplement d'un niveau supraordonné qu'on lui ment, on lui cache la vérité, et que de fait, il peut se passer tout et n'importe quoi. Ça peut expliquer, on en discutait avec des collègues ces derniers jours, ça peut expliquer parfois, quand vous regardez ces longs lives de complotistes, leur impression de se contredire. Putain, il a dit ça. Ah, mais hier, il a dit l'inverse. Alors là, vous l'avez piégé. Là, vous avez trouvé la solution. Non, en fait, pour la personne qui s'exprime, il n'y a aucun souci à dire tout et son contraire d'une certaine manière, à partir du moment où il y a un niveau supraordonné qui explique tout cela. Qu'on nous ment, on nous manipule, et que grâce à cette personne, on va enfin être éveillé et connaître la vérité. Donc on en arrive à quoi? On en arrive à notre dernière étape. C'est quoi notre dernière étape? Vous savez, dans mon escalator, enfin dans mon escalier, dans mon chemin, c'est la dernière étape du désengagement progressif. Pourquoi? Parce que finalement, que les personnes adhèrent ou n'adhèrent pas à la théorie du complot particulière, c'est secondaire. Je vous assure que j'ai remarqué que parfois, des complotistes ne sont même pas d'accord avec des théories du complot auxquelles ils sont censés adhérer. Il y a des travaux, moi je m'y intéresse déjà depuis plusieurs années, pour s'interroger sur le niveau de croyance. C'est quoi croire? Est-ce que croire, c'est savoir? Est-ce que croire, c'est adhérer? Est-ce qu'on peut savoir sans adhérer? Est-ce qu'on peut transmettre sans savoir? Est-ce qu'on peut adhérer sans transmettre? Enfin bref, il y a toute une série de questions qui se posent vraiment à quel point on croit. C'est quoi croire? Et donc, on s'aperçoit à cette dernière étape que les complotistes en question n'ont pas forcément besoin d'adhérer en tant que tels, d'être d'accord avec telle ou telle théorie du complot. Pourquoi? Parce que leur complotisme leur sert de ce qu'on a appelé, on n'est pas les seuls, de signal social. C'est une espèce d'étendard, de drapeau, de manifestation individuelle ici. Indiquer aux autres qu'on n'est pas un mouton. Indiquer aux autres qu'on a compris. Je suis complotiste, j'en suis fier. Vous voyez, regardez, il y a une vidéo d'Alex. Je ne sais pas qui est Alex. Complotiste, j'ai trouvé ça sur une grande plateforme de réseau social que je ne nommerai pas, qui commence par Face, et qui est intitulée « Alex complotiste et fier de l'être ». Il y a encore 5 ans, 6 ans maintenant, il y a eu plusieurs travaux en psychologie expérimentale qui ont travaillé sur le complotisme comme stigmate, comme stigmatisation sociale, qui ont montré, il y a 6 ans c'était ça, que utiliser l'étiquette de complotiste, c'était dévalorisant. C'était apporter un stigmate social à l'individu. Et d'ailleurs, vous pouvez vous souvenir, encore une fois, il y a quelques années, dans des débats politiques, j'ai cru comprendre qu'il y avait des élections bientôt, dans des débats politiques, certaines femmes politiques ou certains hommes politiques se lançaient à la figure de manière très péjorative. « Mais vous êtes un complotiste !» Ça, c'était il y a 5-6 ans. Parce qu'aujourd'hui, le complotisme a une fonction de signal social. Les gens dans les manifestations qui se revendiquent complotistes le sont de plus en plus.
Je suis complotiste et je suis fier de l'être. Ah oui, alors n'isolez vraiment pas, Martin, cette phrase que je viens de dire, parce que ça peut... ce n'est évidemment pas ce que je voulais dire. Cette fonction de signal social, elle est importante. Vous voyez, je pense, je suis complotiste. Ça, c'était une manifestation anti-masque et anti-vax. Donc ça va conduire à quoi? Ça va conduire à des actions collectives, des manifestations, des actions violentes éventuellement. On descend dans la rue, on manifeste parfois de manière forte contre les forces de l'ordre. Et à ce stade, c'est ça qui est important, l'adepte, le complotiste, il est très différent de l'image qu'on a pu se faire, du stéréotype qu'on peut avoir du complotiste. Vous savez, comme un individu solitaire, tout seul, chez lui, dans l'ombre, derrière son ordinateur, qui regarde frénétiquement des sites. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui descend dans la rue. C'est quelqu'un qui, s'il ne descend pas directement, qui entre en relation avec d'autres. C'est quelqu'un qui a un réseau social extrêmement large. C'est quelqu'un qui est capable d'aller réutiliser des idées de tel ou tel individu, de relayer de l'information. Vous savez, après l'assassinat de Kennedy en 1963, il va falloir des semaines, des mois pour que la théorie du complot émerge vraiment. Aujourd'hui, c'est instantané. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, on n'a parfois même pas besoin que l'événement soit terminé pour que la théorie du complot liée à celui-ci émerge. Parfois, alors que l'événement est en cours, ou parfois même mieux, alors que l'événement ne s'est pas produit, vous avez des individus qui vous disent que si tel événement se produit, alors ce sera faux. Donc, on est très loin de ce théoricien du complot comme un être asocial, comme un être enfermé chez lui, en marge de la société, qui se radicalise derrière des vidéos YouTube qu'il aurait vues. Non, les vidéos en question sont un élément du processus d'engagement dans une communauté. C'est un élément de revendication, parce que je connais les mêmes sites, parce que j'ai les mêmes signes, parce que j'ai le même langage, alors je me retrouve dans une communauté. Prenons un exemple. Un exemple avec... alors je suis désolé, parce que sur le complotisme, il y a quand même beaucoup d'exemples qui tournent autour de la pandémie, et c'est une partie du thème de ce colloque d'ailleurs. Prenons un exemple avec la pandémie. Et revenons sur l'image que j'ai donnée tout à l'heure. Imaginons, premier temps, un de vos proches décède ou tombe gravement malade alors qu'il s'est fait vacciner. D'accord? Que va-t-il se passer? Déjà, si un de nos proches décède ou si un de nos proches tombe gravement malade, on a besoin d'explications, on a besoin de comprendre pourquoi, mais c'est pas juste, mais c'est pas normal, c'est inadmissible. Et puis là, on va chercher toutes les explications possibles. Alors imaginez que les médecins vous disent, je sais pas. C'est vraiment très insatisfaisant comme réponse. On est en train de vous dire qu'un de vos proches vient de mourir sans savoir pourquoi. Ou en vous disant, oui, écoutez, ça peut arriver. C'est encore pire comme explication. Donc là, on va chercher des éléments. Et c'est en cherchant des éléments qu'il y a les fameux biais cognitifs qui arrivent là. Pourquoi? Parce que notre proche, il s'était fait vacciner avant. Il s'est fait vacciner, il est décédé. Vaccin, décès, une flèche. Vaccin, cause, décès, voilà. Ça y est, j'ai trouvé ma solution. Et d'une certaine manière, c'est un peu satisfaisant. Parce que d'une certaine manière, j'ai donné une explication à sa mort. J'ai compris pourquoi. Alors, de manière totalement erronée, bien entendu. Mais je pense avoir compris pourquoi. C'est cette première étape ici qui est l'œuvre des biais cognitifs. C'est là où je vais aller chercher des informations sur Internet et puis je vais trouver d'autres personnes qui seraient décédées après s'être fait vacciner. J'ai entendu dire que le voisin de ma voisine, juste après sa 3e dose de vaccin, est mort. Il paraît que le cousin de ma... Vous voyez, tous ces exemples, soit complètement faux, soit très très discutables parfois. Donc ici, on a ce qu'on appelle la corrélation illusoire. En psychologie cognitive, c'est l'idée que deux événements qui sont proches sont liés et que l'on y voit ici une causalité. Évidemment, sentiment de colère et d'indignation. Mais si il ou elle ne s'était pas fait vacciner, il ou elle ne serait pas morte. Donc c'est le vaccin la cause. Étape supplémentaire. Vous voyez, on progresse, on avance. Recherche d'informations sur Internet. Et c'est là où je vais trouver tous ces cas de personnes qui seraient décédées à cause du vaccin. Et puis je vais trouver aussi d'autres théories.
finalement, le vaccin, il aurait été créé en laboratoire. Alors, par Bill Gates, par l'Institut machin truc, c'est une arme biologique de la Chine, c'est les extraterrestres qui débarquent. Tout ce que vous voulez. Après, il peut y avoir un mélange. Mais je vais découvrir de nouvelles théories que je ne connaissais pas. Je vais découvrir une nouvelle manière de penser le monde. Sauf qu'en faisant part de ces éléments à ma famille, je vais rencontrer une forme d'opposition, plus ou moins élevée, qui va conduire à un désengagement progressif. Là, c'est peut-être de là que vient l'image du complotiste comme maître asocial tout seul. Parce que comme dans un premier temps, je n'ai pas d'écho, il faut que je trouve un appui ailleurs. Donc je me retire, je me désengage. Désengagement des groupes sociaux habituels, la famille, les amis. Et puis ensuite, je vais trouver des communautés complotistes en ligne. Je vais regarder des super vidéos où j'ai quelqu'un qui m'explique tout et son contraire, mais qui semble résonner en moi parce que j'entends des choses qui vont dans le même sens, qu'il y aurait peut-être quelqu'un d'autre qui serait mort à cause de... Et puis qu'en même temps, les gouvernements sont tous pourris, et puis qu'ils en sont à l'origine, que c'est une manière de réguler la population mondiale, de faire des profits, parce qu'on sait bien que les grandes entreprises pharmaceutiques sont détenues par telle catégorie de la population. Et j'en passe, et encore, et des heures de live, de vidéos, de textes, de commentaires sur Twitter, sur Facebook, etc., etc. Et je vais y participer. Je vais y participer à mon niveau. Je vais aller partager ces fausses informations en ligne. Je vais retweeter, je vais liker, je vais commenter. Je vais donner à des amis des vidéos, des liens vers des vidéos qu'ils ne connaissent pas. Et ça aboutit à quoi? Ça peut aboutir à des manifestations violentes. Mais vous voyez qu'arrivé ici et là, on est à un point où finalement, le complotisme devient une grille de lecture de la réalité, disposition cognitive, affective, sociale, idéologique. Vous vous souvenez de ma définition du début de cette conférence. Et à partir de là, finalement, le complotisme, je le vois partout. Ça explique la guerre en Ukraine, ça explique le réchauffement climatique, ça explique tout ce que l'on veut, parce que c'est devenu ma manière de lire ou de voir le monde. En guise de conclusion, le complotisme, et c'est ce sur quoi je voulais insister ce matin, le complotisme, c'est un phénomène actif. Il me paraît être un choix que les acteurs font en conscience. Je pense qu'il faut vraiment mettre de côté cette idée d'un complotisme auprès d'acteurs totalement passifs, qui se laissent subjuguer, qui se laissent avoir. Et grâce à l'éducation, grâce à nous, les sauveurs, nous pourrions les ressortir facilement parce qu'il suffirait de leur montrer qu'ils se trompent. Si c'était aussi simple, si juste du debunking, débunkage, je sais pas comment, de la démystification, ça va ça, démystification? Oui. Si de la simple démystification fonctionnait, mais nous ne serions pas là aujourd'hui pendant 2 jours. Ce n'est pas un traitement erroné de l'information qui conduit au complotisme. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une démarche active, stratégique, délibérée, idéologique, et d'autant plus dangereuse qu'elle est terriblement efficace. On va en avoir toute une série de preuves pendant ces 2 jours dans toutes les communications. Un grand merci pour votre attention.